J'avais construit ma vie pour ne plus jamais être atteint. Le silence, l'ordre, les machines, tout était sous contrôle. Mais un jour, un camion est tombé en panne devant chez moi. Et il en est descendu un homme que je n'attendais pas. Ce n'est pas une histoire de passion, c'est une histoire d'éveil, de peur face à soi-même, de ce moment où une simple présence peut briser des années de solitude et révéler que le vrai chaos est à l'intérieur. J'avais passé 42 ans à fuir le chaos. La solitude n'était pas un châtiment mais un choix. Un atelier isolé, un emploi du temps rigide et un silence qui me protégeait mieux que n'importe quelle muraille. Pas d'appel, pas d'imprévu, chaque outil avait sa place, chaque journée son cycle. Je ne pensais plus au passé et l'avenir n'avait aucun visage, puis un rugissement. Pas un bruit que je connaissais, quelque chose de plus lourd, plus irrégulier. Je suis sorti. Au bout de l'allée, un camion s'était arrêté dans un nuage de poussière. Il haletait comme s'il avait couru trop longtemps. Et moi, je savais déjà, cette panne n'était pas mécanique, c'était une faille dans ma forteresse. Le conducteur en est descendu, il portait la fatigue des routes, celle qu'on ne peut pas simuler. Ses gestes étaient d'eau précis, mais lourds, il m'a vu, m'a salué brièvement. Mon moteur a lâché, je suis coincé ici. J'ai hoché la tête, pas un mot de plus. Nous avons ouvert le capot ensemble, l'odeur de métal brûlé m'a sauté au visage, pompe à eau morte, risque de culasse fendue. J'ai diagnostiqué en silence, comme toujours. 2 jours, ai-je dit, il me faut 2 jours pour recevoir la pièce. Il a regardé la route, nulle part où aller. Le prochain village à 50 kilomètres. Je lui ai proposé la chambre d'amis, pas par bonté, par nécessité. La première nuit, j'ai senti le changement. Chaque son avait une présence nouvelle. Une respiration, un pas, le frottement de l'eau sur la peau dans la salle de bain, ma maison, si stable, avait changé d'équilibre. Le lendemain, il était venu à la porte de l'atelier. Il ne supportait pas l'inactivité. « Je peux aider ?» J'ai hésité. Cet espace, c'était ma bulle, mais j'ai vu dans ses yeux un besoin de mouvement. Alors je l'ai emmené réparer une barrière tombée au fond du champ. Le travail nous a unis là où les mots échouaient. Il ne connaissait pas les gestes, mais les apprenait vite. Il n'avait pas besoin d'expliquer. Il agissait, et je comprenais. Le soir, il m'a raconté une nuit dans le désert du Nevada. Le ciel rempli d'étoiles, sans fin. J'ai répondu avec l'histoire d'un moteur V8 trop vieux que j'avais ramené à la vie. Nos histoires ne cherchaient pas à impressionner, elles s'échangeaient, et moi, l'homme du silence, je l'écoutais. Il s'appelait Ethan. Ce nom, je l'ai répété intérieurement, sans raison, juste pour le garder vivant. Quand il n'était pas là, mes oreilles le cherchaient. Quand il parlait, je ralentissais mes gestes. Je n'avais jamais ressenti ça. Ce n'était pas une attirance brutale, pas une évidence. C'était plus diffus, un frisson à l'idée qu'il parte, une alerte que je refusais de nommer. Le 3e jour, la tension était visible. Nous savions que la pièce allait arriver, que le moteur serait réparé, que la parenthèse se refermerait. Alors que nous travaillions côte à côte, quelque chose s'est figé en moi. Chaque outil que je lui passais, chaque vis qu'il serrait, était une seconde volée au silence à venir. Je le regardais, et soudain, je n'ai plus vu un homme de passage. J'ai vu quelqu'un qui m'avait atteint, sans forcer, sans bruit. Je me suis surpris à vouloir que le colis se perde, qu'une erreur retarde tout. Mais la logique, toujours fidèle, a livré la pièce à l'heure. Le colis était là, fermé, propre, mécanique. Et moi, à l'intérieur, je me fissurais. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui trahit, mais ce qu'on retient. Et ce matin-là, chaque silence entre nous avait un goût de retenue. Ethan était déjà debout quand je suis sorti. Il marchait le long du chemin, les bras croisés, le regard fixé sur son camion, comme s'il observait pouvait hâter la réparation. Je me suis contenté d'un signe de tête, lui aussi. Le rituel du café fut expédié, et tout au long de la matinée, une tension sourde s'est installée entre nous. Il m'a suivi jusqu'à l'atelier, sans demander. Je ne l'en ai pas empêché. J'ai commencé à trier des pièces pour un vieux compresseur. Il s'est approché. « Tu veux que je t'aide ?» J'ai haussé les épaules. Il a compris que ce n'était pas un non. Il a pris une caisse, s'est assis en face de moi. Nos mains travaillaient, mais nos pensées erraient ailleurs. J'étais conscient de chaque mouvement de son corps, de sa respiration. Ce qui était autrefois un silence fonctionnel était devenu pesant. À un moment, nos doigts se sont frôlés en attrapant la même clé. Un contact d'une seconde, je me suis figé. Il a retiré la main lentement. Aucun mot, mais ce simple geste a suffi à faire vibrer quelque chose que je m'efforçais d'ignorer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ou plutôt, je refusais de le comprendre. J'avais passé ma vie à tout compartimenter, à éviter les failles, et là, sans prévenir, une présence remuait tout ce que je pensais figé. L'après-midi, il a proposé d'aller couper du bois. J'ai accepté. Nous avons marché jusqu'à la lisière du champ. Chaque coup de hache était une échappatoire. Il frappait fort, trop fort. Moi aussi, on ne parlait presque pas, mais le silence criait. Il s'est arrêté soudainement, essuyant son front. Il m'a regardé. « Luc, t'as toujours vécu seul ici ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. La question était simple. Mais derrière, il y avait un monde de non-dits. « Ouais ?» Et ça m'allait très bien. Jusqu'à récemment, il n'a pas insisté. Mais son regard a changé.
et le mien aussi. Il savait ou il devinait, et ça me terrifiait. Le soir, pendant le dîner, il a évoqué son prochain arrêt, une ville du Nord, une livraison urgente. Dès que la pièce est installée, je repars, j'ai acquiescé. Mais mon estomac s'est noué, je n'étais pas prêt. Et je détestais cette dépendance qui naissait en moi. Après le repas, il a proposé qu'on vérifie le filtre à air du camion. J'ai accepté, plus pour prolonger le moment que par nécessité. Dans la lumière tombante, nos gestes se croisaient. Il connaissait maintenant mon rythme, il anticipait mes mouvements. Cette proximité, qui aurait dû me gêner, m'était devenue naturelle, trop naturelle. Et puis, un moment, court mais brûlant. Il s'est retourné brusquement et nos visages se sont trouvés à quelques centimètres. J'ai vu son regard descendre, puis remonter. J'ai senti une chaleur me monter au visage. Je me suis écarté. Trop vite. Je vais rentrer, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, sans insister, mais l'atmosphère avait changé. Quelque chose avait été franchi, une frontière invisible. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'entendais ses pas, sa respiration, et mes propres pensées tournaient en boucle. Je ne savais plus ce que je voulais. Le voir partir, le retenir ou simplement comprendre ce que tout cela signifiait. Au petit matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Je suis allé dans l'atelier, espérant y retrouver mes repères, mais même les outils semblaient assez différents, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose que je n'avais pas encore accepté. Quand Ethan est entré, il ne m'a pas salué. Il est allé droit au plan de travail, a sorti la caisse à outils et sans un mot, a commencé à démonter les fixations du radiateur. Je l'ai regardé faire, précis, point concentré, mais ses mains tremblèrent légèrement. Moi aussi, nous savions que la pièce allait bientôt arriver. Et avec elle, la fin de cette parenthèse, mais ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas le départ, c'était ce qui risquait de se passer avant. On croit pouvoir contenir ce qui nous trouble, jusqu'à ce qu'un seul regard fasse tout céder. Le jour était lourd, l'air pesait, chargé d'électricité, comme avant un orage qui ne viendra peut-être jamais, on parlait peu. Ethan bricolait autour du camion, le capot grand ouvert. Moi, je faisais semblant de m'occuper de ma vieille perceuse. En réalité, je guettais chacun de ses gestes, le moindre soupir devenait un signal. Il est allé se laver les mains dehors. Je l'ai suivi du regard à travers la vitre. L'eau a jailli du vieux robinet, froide. Il s'est penché, et tout s'est figé. Ce n'était pas un tableau, ce n'était pas sensuel, c'était réel, brut. La tension que je portais en moi depuis 3 jours s'est tendue comme une corde prête à rompre. J'ai reculé d'un pas, comme pour me protéger de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Plus tard, au dîner, le silence entre nous avait changé de nature. Ce n'était plus une absence de mots, c'était une charge. Chaque regard évité, chaque geste trop mesuré trahissait l'évidence. Quelque chose était en train de nous dépasser. Quand la lumière s'est coupée dans l'atelier, j'ai cru à une panne locale. Le générateur n'avait plus de carburant. L'obscurité était complète, pas de voisins, pas de lampadaire. Rien que le noir et 2 respirations. Je suis allé chercher une vieille lampe à pétrole, mes mains tremblèrent légèrement. J'ai allumé la mèche, la flamme a jailli, et dans cette lumière vacillante, j'ai vu Ethan immobile, les yeux fixés sur moi. Le silence n'était plus inconfortable, il était insoutenable. J'ai posé la lampe sur l'établi, elle projetait des ombres étranges sur les murs. Le métal luisait doucement. Ethan n'a pas bougé, mais dans son regard, il y avait une question, une peur et une attente. J'ai fait un pas, puis un autre, il n'a pas reculé. La distance entre nous s'est réduite à presque rien. Je sentais sa chaleur, son souffle, je ne pensais plus. Ma main s'est levée, a touché son visage, il a fermé les yeux, et là, sans mots, tout s'est effondré. Il a posé sa main sur la mienne, aucun geste brusque, aucun mot inutile, juste une reconnaissance silencieuse de ce que nous étions en train de vivre. Je n'avais jamais vécu un moment aussi calme et pourtant aussi intense. Ce n'était pas de l'élan, c'était une rencontre, une évidence. Nos fronts se sont touchés. Aucun baiser, aucune déclaration, seulement 2 êtres, enfin face à eux-mêmes. La lampe crépitait doucement. L'atelier, si familier, semblait désormais irréel, comme suspendu, hors du temps. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. Quelques secondes ou une éternité. Quand je me suis écarté, il ne m'a pas retenu, il m'a juste regardé, longtemps, comme s'il cherchait une réponse dans mes yeux. Je n'en avais pas, mais j'étais là, entier. Nous avons quitté l'atelier sans un mot. Dans la maison, nous avons chacun rejoint notre chambre, par pudeur, par besoin de reprendre notre souffle. Je n'ai pas fermé l'œil. Mon esprit tournait en boucle. Pas de regret, mais une peur sourde. Et un espoir que je n'osais pas formuler. Le matin, il était déjà dans la cuisine quand je suis descendu. Il buvait un café, calme. Mais son regard cherchait le mien. « Tu vas bien ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, il a souri. Léger, vrai, et pour la première fois j'ai compris, peu importe ce qui arriverait ensuite. Quelque chose en moi avait changé pour toujours. Il y a des silences qui protègent et d'autres qui blessent. Ce matin-là, tout ce qui n'avait pas été dit nous collait à la peau. Je savais que la pièce allait arriver.
Je l'attendais sans la vouloir. L'odeur du café, que j'aimais autrefois, me donnait la nausée. Chaque bruit semblait trop fort, chaque seconde trop lente. Ethan, debout près de la fenêtre, tenait sa tasse entre ses mains. Il fixait son camion, mais je voyais que son regard portait plus loin, comme s'il anticipait déjà le départ. Comme s'il essayait de se détacher avant même de partir. Je voulais lui parler, dire ce que je n'avais jamais dit à personne, mais les mots restaient décoincés. Trop grand, trop lourd, alors je me suis réfugié, encore une fois, dans le silence. Un silence devenu trop étroit. Puis un bruit, un moteur quelque part au loin, une vibration qui approchait. Nos yeux se sont croisés. Pas besoin d'explication, on savait. La camionnette de livraison s'est arrêtée devant l'atelier. Un jeune homme en est descendu, souriant, insouciant. Il portait une boîte, petite point précise, point inoffensive, en apparence. Mais pour moi, elle avait la forme d'une coupure. J'ai signé, j'ai remercié, j'ai pris le colis comme on prend une mauvaise nouvelle. Il était léger, mais mes bras, eux, semblaient peser une tonne. Dans l'atelier, tout était calme. Trop, chaque pas résonnait comme une annonce. Ethan s'est approché sans un mot. Il a ouvert la caisse, a sorti la pièce. Son regard s'est assombri un instant, juste un instant. Puis il a respiré profondément, comme s'il se forçait à redevenir ce qu'il avait toujours été, un homme en route. Nous avons commencé l'installation. Les gestes étaient indécents. Mes mains retrouvèrent leur précision habituelle, mais le cœur, lui, tremblait. Chaque vis serrée me rapprochait d'un point que je ne voulais pas atteindre. Ethan ne parlait pas, mais je sentais, à la tension de ses épaules, qu'il vivait le même conflit. Il voulait que ça se termine, et en même temps, il voulait gagner quelques minutes de plus. Juste un peu, un souffle. Quand la dernière pièce fut en place, je me suis redressé. Mon dos me lançait, mais la vraie douleur était ailleurs. « Tu peux essayer ?» ai-je dit, la gorge sèche. Il est monté dans la cabine. A tourné la clé. Le moteur a rugi, fort et clair, un bruit que j'aimais d'habitude. Ce jour-là, il m'a transpercé. Il a coupé le contact, est descendu lentement. Il s'est arrêté juste devant moi. Nous étions si proches, et pourtant si loin. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, a recommencé. « Je dois partir. » J'ai acquiescé. Je comprenais. Mais comprendre n'est pas accepter. Je t'appellerai quand je serai à l'arrêt, une promesse, minuscule, fragile. Mais je m'y suis accroché comme à une bouée, parce que c'était tout ce qu'il me restait. Il m'a tendu la main. J'ai hésité, puis je l'ai prise. Sa paume était chaude, ferme, mais le contact me brûlait. Une seconde de plus, et j'aurais pu craquer. Alors j'ai lâché. Il a reculé et monté dans le camion. La porte a claqué. Le moteur s'est remis en marche. Le véhicule a avancé lentement, puis plus vite. Il s'est engagé sur le chemin de gravier, moi je ne bougeais pas. Je l'ai regardé s'éloigner, je me suis dit qu'il allait se retourner, qu'il jetterait un dernier coup d'œil. Il ne l'a pas fait, et même si je comprenais pourquoi, ça m'a blessé. Quand le camion a disparu, le silence est revenu, mais ce n'était pas le même. C'était un silence vide, creux. Un silence qui n'apportait aucune paix. Je suis resté dehors, longtemps, peut-être 1 heure, je ne saurais dire. Le vent soufflait doucement, mais je ne l'entendais pas. Mes pensées étaient trop bruyantes. Je suis retourné à l'atelier, tout semblait figé. L'odeur de métal, d'huile, de poussière, mais aussi autre chose. Son passage, il restait des traces invisibles, des détails, une clé déplacée, une empreinte sur la table. Je me suis assis. Et pour la première fois, l'atelier ne m'a pas calmé. Je regardais mes mains, les mêmes mains qui réparaient tout. Mais là, elles étaient vides, inutiles, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Je croyais avoir tout prévu, mais j'avais oublié le plus imprévisible des éléments, l'humain. Quand quelqu'un part, ce n'est pas le bruit du départ qui fait mal, c'est ce qu'il laisse derrière, ce vide précis au contour d'un être. Le camion était parti depuis des heures, mais moi, je n'avais pas bougé. Je restais là devant l'atelier, comme si regarder la poussière retomber allait m'aider à comprendre ce qui venait de m'être arraché. Ce n'était pas un simple départ, c'était une cassure. Et pourtant, rien n'avait explosé. Tout s'était fait en douceur, lentement, silencieusement. Je suis entré. L'air était lourd, trop chargé de souvenirs pour un lieu censé être froid et fonctionnel. Je passais les doigts sur l'établi, tout était à sa place, et pourtant, tout avait changé. Je touchais les objets comme s'ils pouvaient me parler, me dire que je n'avais pas rêvé, que ces 3 jours avaient de bien existé. Je suis monté à l'étage, la chambre d'amis était vide. Le lit fait une tasse sur la table de nuit, rien de plus, mais je sentais encore sa présence, dans l'air, dans le silence. Je me suis assis au bord du lit, j'ai regardé mes genoux. Je n'avais plus de plan, plus de séquence à suivre. C'était vertigineux. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris une tasse, celle qu'il utilisait, je l'ai lavée, séchée, reposée exactement où elle était. Un geste inutile. Mais c'était tout ce que je pouvais faire. Occuper mes mains pendant que mon esprit se débattait. La journée est passée comme un rêve lent. J'ai voulu travailler, mais rien ne m'apportait de concentration. Je commençais quelque chose, puis j'arrêtais. J'ouvrais des tiroirs, je refermais.
J'errais dans ma propre maison comme un fantôme. La nuit est tombée. Je ne l'ai pas vue venir. Elle m'est tombée dessus d'un coup. Et avec elle, l'angoisse. J'ai mangé un morceau sans goût. Me suis assis sur le porche à l'endroit habituel. Mais cette fois, je ne regardais pas les étoiles. Je regardais la route vide. Mon téléphone était posé à côté de moi, immobile, silencieux. Il ne sonnait jamais à cette heure-là, et ce soir, je voulais qu'il sonne plus que tout. Je savais que rien n'était garanti, il m'avait dit qu'il appellerait, mais parfois, les mots sont lancés comme des bouées, sans certitude. Moi, je m'y accrochais, parce que sans ça, je n'avais rien. Je suis resté là tard dans la nuit, les sons de la campagne, d'habitude apaisants, m'oppressaient. Chaque cri d'insecte, chaque bruissement de vent me ramenait à l'absence. Je suis allé me coucher, mais je n'ai pas fermé l'œil, je revivais chaque instant, chaque geste, chaque silence partagé. Ce n'était pas une romance, ce n'était pas une histoire écrite à l'avance. C'était une faille. Et dans cette faille, j'avais vu quelque chose de vrai. Au petit matin, le téléphone était toujours muet. Je ne l'ai pas quitté des yeux. J'ai commencé la journée sans repère. Plus de routine, plus de cadence. Chaque action me semblait vide de sens. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose avait bougé. Quelque chose qui ne voulait plus reculer. Je ne pouvais plus faire semblant, plus me cacher dans l'ordre des choses. J'ai pris une décision, pas un grand bouleversement, juste un geste. J'ai déplacé un seul objet dans l'atelier, un outil que je n'utilisais presque jamais. Je l'ai mis sur l'établi visible, hors de son tiroir, et je me suis promis que désormais, chaque jour, je bougerais quelque chose. Ce serait mon rituel, un changement par jour, une désorganisation volontaire, parce que si tout reste en place, plus rien ne vit. L'après-midi, je suis sorti marcher, ce que je ne faisais jamais. J'ai suivi le chemin de gravier jusqu'au bout. Là où le camion avait disparu, j'ai regardé la route, loin, très loin, et je me suis dit, peut-être qu'il reviendra, pas aujourd'hui, pas demain, mais peut-être, et même s'il ne revient pas, je sais maintenant qu'il y a quelque chose après la solitude. Quelque chose qui vaut l'inconfort, la peur, le doute, quelque chose qui mérite qu'on ouvre la porte. Le soir, je suis retourné sur le porche, j'ai reposé le téléphone à côté de moi, il n'a pas sonné. Mais je n'ai pas eu mal, pas comme la veille, parce que cette fois, j'étais prêt à entendre, prêt à répondre, et dans le silence, j'ai souri. Parce que je savais qu'un jour, peut-être, il appellerait, et que moi, je ne me cacherais plus.